Bonjour tout le monde et bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, c'est un peu une tradition. On a commencé il y a quelques semaines déjà à organiser un certain nombre de débats en lien avec la réalité de la Rive-Sud. Souvent, Franchement les Tourneaux, on parle d'enjeux nationaux, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de société, on parle de Donald Trump. Alors là, ça va faire du bien de ne pas parler de Donald Trump et de Mark Carney. Quoi qu'on va peut-être parler un peu du fédéral puis du gouvernement provincial dans le cadre de l'émission. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va débattre d'infrastructure. Alors évidemment, infrastructure, ça fait un peu thématique large. Mais quand on parle d'infrastructure, on parle d'aménagement urbain, on parle de transport collectif, on parle... évidemment, des aqueducs, on parle des routes, des trottoirs, des pistes cyclables, on parle des parcs, il y a piscine, pas de piscine, des jeux d'eau. Bref, on le sait, les citoyens et les citoyennes sont évidemment préoccupés par ces questions-là parce qu'au quotidien, on le sait, quand on fait de la politique municipale, c'est à la première ligne. Hein, c'est là où les citoyens, quand on se lève le matin et on sort de notre maison, nos vidanges sont-ils ramassés, pas ramassés? Est-ce que le compost est prêt, pas prêt? Est-ce qu'on a déneigé, pas déneigé? Est-ce qu'il y a des débordements d'eau? Il manque-tu d'eau? Bref, tout ça pour dire que la question des infrastructures et des municipalités au 21e siècle et particulièrement aujourd'hui, c'est un enjeu assez fondamental. On le sait, il n'y a pas de moins en moins de monde dans les villes, il y a de plus en plus de monde. C'est une tendance qu'on observe à l'échelle internationale. On se promène en Amérique latine, on se promène en Afrique, on se promène partout. Il y a toujours des phénomènes migratoires importants vers les villes, donc de plus en plus de monde. Capacité d'accueil, on a-t-il assez d'écoles? On a-t-il assez d'hôpitaux? On a-t-il assez de médecins? Bref, on a voulu débattre de toutes ces questions-là aujourd'hui avec nos invités. D'abord, je vais présenter Gabriel Bayard, qui est journaliste au FM 103.3, qui va nous accompagner dans le cadre de l'émission et qui va certainement intervenir et poser quelques questions. On a aussi le privilège de recevoir Jonathan Tabarra, qui est vice-président au comité exécutif de la Ville de Longueuil, qui est responsable du dossier des finances et des infrastructures. Bonjour. Bonjour, Jean. Alors, ben oui, très bien. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. On va te donner la parole dans pas long pour faire peut-être un état de situation par rapport à la réalité des infrastructures à Longueuil. On a aussi Marie-Michelle Cauchy, qui est directrice à la direction des milieux de vie durables et prospères à la communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir. On va évidemment t'entendre un peu plus tard sur qu'est-ce que la CMM fait quand on aborde la question des infrastructures, c'est quoi le mandat de la CMM, comment on travaille avec les villes, tout ça. Et on a aussi d'autres invités qui sont avec nous en studio. Il y a Jean-François Vachon, qui est urbaniste, qui est aussi chargé de cours, qui a été directeur urbaniste à Bromont, puis qui accompagne les villes dans toutes sortes de projets. Bonjour, Jean-François. Bonjour, merci de m'accueillir. Ben, ça fait plaisir. Alors, l'Université de Sherbrooke, juste à côté, ici à Longueuil, au campus. Absolument. Notamment. Alors, on va t'entendre tantôt sur comment on aborde la question des infrastructures aujourd'hui. Monsieur Bernard McNamara, qui est architecte et résident de Saint-Lambert. Bonjour, Monsieur McNamara. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Oui, on va vous entendre tantôt. Vous avez fait une lettre ouverte récemment là, dans les journaux sur les infrastructures municipales à Saint-Lambert. Alors, quand on parle de la Rive-Sud, on parle bien sûr de Longueuil, mais on parle aussi de l'agglomération. Et dans l'agglomération, il y a d'autres villes, dont Saint-Lambert. Alors, on va vous entendre tantôt sur les différents enjeux. Il y a monsieur aussi Bruno Lonval, qui est ingénieur chez Bouillette Parizeau. Bonjour. Oui, bonjour, M. Letourneau. Content d'être là. Ben oui, absolument. Ça va être le fun de vous entendre parce qu'on a jasé un peu à micro fermé tantôt. Là. Ben investi à l'hôpital Charlemagne, à Pierre-Boucher. Vous accompagnez aussi les villes là, dans des projets d'infrastructure. Ben oui, je ne serai pas votre homme pour parler d'asphalte aujourd'hui ou des coûts des feux de civilisation, mais on va pouvoir parler des bâtiments de sécurité civile et des ouvrages publics là, en bâtiment. Alors, on va vous entendre dans quelques minutes. Et on reçoit aussi M. Gérard Baudet, qui est urbaniste émérite, professeur à l'École d'urbanisme, architecture, de paysage de la Faculté aménagement à l'Université de Montréal. M. Baudet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer. Ça fait plaisir. M. Baudet, vous avez écrit pas mal, vous, sur la question de l'urbanisme. Oui. Un Québec urbain en mutation qui a été publié à Multimonde récemment. Très intéressant. Apparemment que c'est très bien vendu. Ah, ça s'est bien vendu. Donc, si ça s'est bien vendu, c'est parce que c'est intéressant. Donc, on va vous entendre un peu plus tard dans le cadre de l'émission pour vous entendre sur comment on aborde la question des infrastructures dans les villes aujourd'hui, en 2025 et pour l'avenir. Mais d'abord, je vais entendre Jonathan Tabarra, qui est vice-président au comité exécutif de la ville. Jonathan, à Longueuil, ça va-tu bien? Les infrastructures, ça va-tu bien ou c'est compliqué? Ça va un peu mal? Ou... Mais ça dépend lesquels.
Donc, il y a un gros mythe dans le monde municipal qu'on ne peut pas faire de déficit. C'est bien vrai qu'on ne peut pas faire de déficit financier, mais on peut certainement faire des déficits d'infrastructure. Et c'est le choix que plusieurs municipalités ont fait, consciemment ou non, au cours des années, en sous-investissant dans leurs infrastructures de base pour aller dans des infrastructures plus de ruban rouge, là, des annonces, des belles annonces. Donc, quand on coupe le ruban pour un nouvel aqueduc, on n'entend pas des feux d'artifice en arrière. Mais si on le coupe pour une nouvelle piscine, une nouvelle aréna, une nouvelle infrastructure de loisirs, quelque chose d'agréable pour les citoyens, là, on a des remerciements puis des tapes dans le dos. Mais on s'entend-tu que l'aqueduc est tout aussi important comme le poste de police, comme la caserne de pompiers. Donc, il y a un gros retour à faire aux infrastructures de base dans le monde municipal. On le sait, le Québec a été bâti dans les années 50, 70, donc après le baby boom, c'est là que les grands projets d'infrastructure du gouvernement du Québec, les grands programmes de subvention avaient lieu. Donc, c'est pas juste à Longueuil, là, c'est un petit peu partout au Québec. Mais pour vous donner une idée, là, au cours des dernières années, dans les 10-20 dernières années, normalement, on devrait investir environ 17 millions de dollars par année dans nos infrastructures souterraines d'eau. Donc, soit 1 % de la valeur de celle-ci, là, donc c'est à peu près 1,7 milliard, pour maintenir relativement bien notre réseau en bonne et due forme, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service pour les citoyens, puis qu'il n'y ait pas d'eau parasite, etc. On a été à la moitié de ça jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a commencé à augmenter notre planification dans les dernières années. Donc, au lieu d'investir 1 %, toutes les dernières administrations étaient à peu près 0,4, 0,5 %. Donc, une année, c'est peut-être pas la fin du monde. Sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a des sacrés problèmes. Donc, on a un gros rattrapage à faire à ce niveau-là, puis un gros retour à faire aux infrastructures de base. Même chose pour notre réseau routier. À Longueuil, 35 % du réseau routier soit en mauvais ou très mauvais état. Je pense que nos automobilistes vont Tu parles des mentionner. conditions d'asphalte. Conditions d'asphalte, conditions de la chaussée. C'est pas juste les automobilistes. Autant les cyclistes vont nous le mentionner. À peu près, peu importe le mode de transport que vous utilisez, vous souhaitez d'avoir une chaussée de qualité. Ça ne peut pas être parfait partout, mais on a là-dessus aussi un gros retard. Ça a aussi rapport avec le fait qu'au Québec, les normes sont, par exemple, pas les mêmes qu'aux États-Unis, mais ça demeure qu'il y a une certaine question d'investissement là-dedans. Même chose pour des infrastructures majeures, comme par exemple le centre d'épuration Rive-Sud. Je vais vous laisser là-dessus, qui est peut-être notre pierre angulaire dans l'agglomération de Longueuil. Où je vous dirais que si on a, en ce moment, les évaluations sont à 1,3, 1,4 milliards de dollars, ce qui est plusieurs fois le budget annuel de l'agglomération de Et Longueuil. ça doit être fait, là. Et ça doit être fait imminemment. Là, on parle d'un horizon d'ici 2030-2035. Si on ne veut pas causer de problème, c'est demain matin. Ça aurait dû être prévu depuis 20 ans. Donc, déjà, les réserves à ce niveau-là auraient dû commencer il y a de cela très longtemps. Malheureusement, ça n'a pas été le fait au nom du gel de taxes. Oui, c'est vrai. Hein? On a gelé les taxes à Longueuil pendant longtemps. Là. Très longtemps, puis on n'est pas les seuls. Puis malheureusement, un gel de taxes, ça nous rattrape. Encore une fois, il y a un gros mythe qui attaque les infrastructures, qui est le fait qu'on fait des revenus avec l'augmentation de la valeur foncière à chaque nouveau rôle d'évaluation. C'est un mythe perspicace qui nous tue budget après budget, qui coince les maires, qui coince les conseillers municipaux, qui ont peur d'aller faire des augmentations de taxes pour aller couvrir les dépenses de base et donc qui font des gels année après année sur le nom de ce mythe. Donc, très rapidement, quand il y a un nouveau rôle d'évaluation, 48 % des maisons au rôle ont une augmentation de leur compte de taxes, 48 % ont une baisse et 4 % ont un revenu inchangé. Pour la ville, un gros 0 $ au bout du tunnel. Donc, 0 $, ça veut dire qu'à l'année d'après, on doit payer nos pompiers, nos policiers, nos cols bleus, nos cols blancs, nos techniciens, nos professionnels avec 0 $ de plus. Donc, de là, l'augmentation de taxes qu'on doit aller chercher. Il y a aussi la taxe de mutation qui vient en éponger une partie, mais on n'a pas un revenu croissant comme le gouvernement du Québec. Je pense que, Jonathan, vous mettez très bien la table. D'ailleurs, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, est sortie récemment et a rappelé l'augmentation des coûts en donnant l'exemple du fameux feu de circulation à 1 million. Et elle disait donc qu'il y a un problème sur le plan financier, mais dans un autre papier aussi, elle disait qu'il faut changer nos façons de faire. Il y a la question des finances, mais il y a la façon de faire le développement, l'entretien. Alors ça, on va l'aborder. Je vais y aller avec vous, Marie-Michel Cauchy, directrice à la direction des milieux de vie durables et prospères de la communauté métropolitaine de Montréal. Qu'est-ce que la CMM fait par rapport au débat sur les infrastructures? C'est quoi votre mandat? Bien, en fait, notre mandat principal, là, par rapport à ça, ça pourrait être l'aménagement du territoire, puis la transition écologique, tout ce qui est associé à ça. Là, mais en aménagement du territoire, on a le plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui est d'ailleurs dans les toutes dernières étapes de sa révision. Là. Il devrait avoir une version soumise au Conseil de la communauté lundi pour adoption.
C'est un immense chantier là, qui a duré pendant 2 ans et demi. On a consulté tout le monde sur ce sujet-là. On est allé dans chaque municipalité pour pouvoir bien prendre en compte les préoccupations de tous. Puis ça, le lien avec les infrastructures est quand même très fort parce que ça va orienter le développement de la région métropolitaine pour les 10-20 prochaines années. Ce qu'on veut dans le plan métropolitain, c'est de consolider les quartiers, de faire des quartiers qui sont denses, complets, dynamiques, inclusifs pour tout le monde. Puis l'idée de consolider, c'est de pouvoir protéger la zone agricole et les milieux naturels, mais aussi d'optimiser les infrastructures en transport collectif principalement. Donc, on veut vraiment orienter le développement principalement autour des infrastructures en transport collectif pour, c'est ça, optimiser les dollars qui ont été investis à ce niveau-là, puis favoriser l'usage de ces infrastructures-là. Peut-être situer, Marie-Michel, quand on parle de la CMM, Oui. les villes de la communauté sont présentes. Il y a un conseil d'administration, là. Exactement. Longueuil est présent, Laval, Oui. Montréal. C'est Oui, combien oui. de Il y a municipalités? 82 municipalités dans la région métropolitaine. C'est un territoire qui est très vaste. Là. C'est la moitié de la population du Québec à peu près. Puis c'est des villes qui sont très variées. Là. Donc, on a évidemment Montréal, Laval, Longueuil, là, mais on a aussi des villes qui sont de plus petite taille. Puis on a même des villes qui ont une majorité de territoires agricoles sur leur territoire. Là. Donc, c'est très, très, très varié. C'est sûr que ça pose des défis. Là. Par exemple, dans le plan, nous, il faut qu'on s'assure qu'on puisse prendre en compte les différents milieux là, qui composent la CMM. Puis au niveau des infrastructures, ça pose aussi des problèmes parce que c'est pas toutes les villes qui ont la même capacité d'avoir de l'information pour leurs infrastructures. C'est difficile d'avoir un portrait complet puis de pouvoir bien orienter les décisions à ce sujet-là. Ça fait en sorte que dans notre plan, il faut, par exemple, mettre différentes mises en garde puis différentes avenues pour pouvoir prendre en compte le manque d'informations parfois là, sur les infrastructures. Nous, c'est sûr qu'à la CMM, on va vouloir pouvoir faire un portrait des infrastructures pour pouvoir mieux orienter les décisions puis mieux éclairer les élus là, pour les décisions à venir par rapport à ça. Donc, on n'est pas dans... Vous gérez pas des routes, vous gérez pas, Non. mais vous donnez quand même une orientation générale auquel adhèrent les villes. Puis vous n'avez Exact. pas un pouvoir, par exemple, sur une ville qui respecterait pas le plan d'aménagement. Vous pourriez lever le drapeau, mais vous n'avez pas de pouvoir... Bien, il y a un mécanisme là, de conformité des plans. OK. Là. Il y a notre plan, puis là, les plans régionaux doivent être conformes au plan métropolitain, Parfait. puis ensuite les plans locaux doivent être conformes à celui régional, puis ensuite celui métropolitain. Donc, il y a comme une cascade OK. à ce niveau-là, mais on ne va pas dans le micro-détail là, d'approuver des projets ou non, là, effectivement. Parfait. Jean-François Vachon, vous êtes vous avez été directeur urbaniste à Bromont, chargé de cours en environnement à l'Université de Sherbrooke. Mettons, en 2-3 minutes, là, si on campe le décor, quand on entend Jonathan, quand on voit la façon dont la CMM place le débat, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit quand on aborde la question des infrastructures? Bien, c'est ça. Si je peux prendre une position peut-être plus d'administration, hein, donc on a la position des élus, on a la position métropolitaine au niveau administratif. Tu sais, ce qu'on peut constater, moi, je travaille, là, j'ai travaillé, comme vous dites, à Bromont, mais j'accompagne là, des municipalités de toute taille, là, dans les 10 plus grandes municipalités au Québec jusqu'à des plus petites en milieu rural. Et puis, je les accompagne surtout pour adresser un problème majeur qu'on vit présentement, qui est la crise du logement. Je veux vous dire que depuis les 2-3 dernières années, là, j'ai rarement vu à quel point que la question des infrastructures, finalement, nous amène à un conflit de valeurs. Hein. On se fait dire par Québec, par la SCHL, qu'on doit construire plus de logements pour pouvoir rétablir l'abordabilité. Or, un des freins principaux auxquels on est confronté présentement, c'est la question des infrastructures, souvent dans les villes. Moi, je suis urbaniste. Avant, on était toujours visés comme ceux qui ralentissaient les projets ou ceux qui bloquaient ou qui étaient des obstacles souvent aux projets de développement. Je vais vous dire que maintenant, les promoteurs immobiliers posent la question. Ils vont vous dire que c'est beaucoup la question des infrastructures, les coûts qui sont liés à la mise à niveau des infrastructures dans les villes, l'incapacité pour les villes de répondre à court terme parce que c'est des travaux qui prennent du temps, qui nécessitent des autorisations également du gouvernement pour pouvoir mettre à niveau ces infrastructures-là. Donc, un enjeu important pour nous permettre de répondre à un besoin de base qui est lié autant au vieillissement de la population, autant aux besoins des jeunes ménages qui souhaitent acquérir une propriété ou déménager de chez leurs parents, puis notre possibilité à pouvoir redévelopper ou transformer nos milieux. Hein, on voit des milieux qu'on dit « Ah, ce serait le fun, c'est pourquoi qu'on ne construit pas ici, pourquoi qu'on ne développe pas? » La CMM dit « Ah, ce serait intéressant, c'est un espace stratégique de redéveloppement, il faudrait le redévelopper. Or, la capacité au niveau des infrastructures n'est peut-être pas là pour ce terrain-là. Fait que, tu sais, le plan d'urbanisme, c'est pas le plan de l'urbaniste. Hein? Je pense que s'il y a une chose peut-être aujourd'hui, moi, que j'ai envie d'amener, c'est toute cette notion-là de l'échange puis de la discussion au niveau, oui, municipal,
entre les ingénieurs, les urbanistes, les autres professionnels de la ville et les élus, mais également avec les autres paliers là, gouvernementaux, que ce soit Québec puis le fédéral, qui ont leurs propres conditions lorsqu'on va chercher de l'argent, qu'on veut faire un règlement d'emprunt pour pouvoir finalement revoir une infrastructure. Et puis là, si c'est pas en lien avec le fait que cette infrastructure-là n'est pas arrivée à sa fin de vie utile ou qu'elle est défectueuse, on n'est pas capable d'avoir de l'argent pour pouvoir développer aux bons endroits dans nos villes au Québec. C'est excellent. On va y revenir tantôt parce qu'il y a un enjeu, effectivement, de construction puis de développement de logements, notamment à Longueuil. On a fait la discussion récemment sur l'itinérance, sur la problématique du logement abordable, logement social. On prendra cet exemple-là tantôt pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche en fonction des règles d'urbanisme, les ingénieurs, les autorisations, les finances, tout ça. Mais parlant d'ingénieurs, j'aimerais ça vous entendre, M. Lonval. Vous êtes chez Boutillette-Parizeau, donc ingénieur film privé. Vous travaillez sur des projets d'infrastructure. Quand vous entendez ça, spontanément, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bien, moi, je suis un gars de sciences appliquées. Puis on a entendu beaucoup dans la sphère publique récemment, là, les coûts qui explosent. Ça coûte de plus en plus cher pour faire nos travaux de maintien d'actifs, pour développer nos infrastructures. Mais comme société, on a de plus en plus peur du risque. On a de plus en plus peur du risque, puis on se donne des cadres réglementaires de plus en plus serrés. Puis moi, quand vous parlez de risque, vous ne parlez pas juste de risque financier, là. Bien, je parle... C'est tout risque, en fait, parce que... Puis là, je parle pas du meeting qu'on a inséré tous les matins sur les chantiers pour les agents de santé et sécurité. Là. Je parle pas de ces risques-là. Ces risques... Ça, c'est essentiel. C'est des beaux ajouts. Non, je parle de... Par exemple, vous parlez de crise du logement. Bien, les logements, maintenant, de 4 étages et plus, bien, c'est probablement arrivé quelques fois au Canada qu'un électricien a placé son fil à la mauvaise place dans le mur, puis pendant la construction, quelqu'un a vissé dedans. Ça a fait un incendie, c'est malheureux. Mais aujourd'hui, plutôt qu'avoir des mesures où on va mieux surveiller, mieux encadrer ou former nos électriciens, bien là, tous les fils de tous les bâtiments de logement sont armés en acier avec des gaines blindées. Donc, c'est sûr que ce soit pas percé. Donc, c'est trop, ça. C'est un exemple là, que vous donnez. C'est un exemple où il faut qu'on se demande si c'est la bonne approche. Un autre, puis parce qu'on se retrouve avec des coûts qui ont explosé, est-ce qu'on a les moyens de se protéger de tous les risques? Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens en sciences fondamentales, puis là, on est à quelques mois de l'entrée en vigueur du nouveau Code du bâtiment au Québec, mais on le sait, que là, les normes parasismiques qui avaient déjà augmenté avec le Code de 2015, vont continuer d'être de plus en plus sévères en 2020. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une crise sociale, il y a des itinérants dans la rue, et si jamais vous voulez réutiliser un bâtiment patrimonial, du patrimoine religieux, il y a des gens qui ont dormi là pendant une centaine d'années, vous demandez à des gens d'aller dormir là, mais je m'excuse, c'est un changement d'usage. Un changement d'usage, ça demande une réhabilitation parasismique. Ça veut dire, grosso modo, que même si on donne le bâtiment pour $1 à la ville, on en a pour des millions pour refaire sa structure. Et des mois, voire peut-être des années. Tous les délais de financement, on va revenir sur, encore, ça coûte très cher. On va revenir sur la question de la réglementation ou pas. Monsieur McNamara, vous êtes résident de Saint-Lambert, architecte. On vous a lu récemment, vous avez été assez critique là, sur la façon de traiter. Ben oui, vous l'avez été quand même, mais c'est correct. Dans une société comme la nôtre, on aime bien le débat. Et vous avez reproché quand même à la municipalité de Saint-Lambert de ne pas avoir assez ou correctement entretenu, par exemple, les bâtiments de l'hôtel de ville. Avec les coûts que ça représente aujourd'hui, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, j'ai bien aimé la présentation de Jonathan parce qu'en fait, la problématique avec l'hôtel de ville, ça illustre exactement ça. C'est-à-dire que d'investir dans un drain français ou une toiture, c'est pas très vendeur dans la population, politiquement parlant, et les élus vont plutôt regarder des projets intéressants à court terme. Et ce qu'il manquait dans notre ville, comme dans plusieurs villes, c'est un programme de maintien d'actifs, de façon à ce que le cycle de vie des éléments, des bâtiments soit connu et que les prévisions budgétaires soient déjà établies, de façon à ce que les conseils municipaux ne pelletent pas par en avant constamment des dépenses d'entretien. Et je ne parle pas nécessairement du conseil actuel, je parle de plusieurs décennies. C'est toujours ce qui a été fait. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec des bâtiments qui ont l'apparence d'être désuets ou qui demandent beaucoup de travaux et les municipalités n'ont pas nécessairement les fonds pour y faire face. C'est un peu ce qui est arrivé chez nous. Oui. Alors là, quand le nouveau conseil est rentré, il y avait des infiltrations d'eau par le drain français pour la toiture. Au lieu de réparer, ils ont fait évacuer les bâtiments. Ça fait déjà plus de 3 ans. Et ils ne sont pas devant grand-chose actuellement.
Et relocaliser ailleurs avec des coûts de Relocaliser location. ailleurs. Alors, la décision facile ou l'hypothèse facile, c'est de démolir. Ben, moi, je suis contre la démolition pour différentes raisons, financières, écologiques, environnementales, patrimoniales. Alors, ce sont les points que j'ai fait valoir dans ma lettre au conseil municipal pour qu'ils en tiennent compte. Ils ont fait depuis le temps des études patrimoniales, des études de vétusté, même un programme, pas un programme, mais une planification d'espace qui n'a jamais été faite. Alors, évidemment, il y a des bâtiments qui sont plus difficiles avec le temps à réaménager. On pense seulement à l'accessibilité universelle. Des bâtiments qui ont plusieurs niveaux, donc c'est compliqué, il y a des défis. Mais il ne faut pas avoir peur des défis. Hein, il faut regarder ça, puis avoir des professionnels compétents qui vont trouver des solutions adéquates. On va y revenir parce qu'il y a un conseiller municipal de Saint-Lambert qui nous a envoyé une petite note pour répondre à votre lettre. Donc, je vous ramènerai ça peut-être après la pause. Gérard Baudet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer. Vous avez écrit Un Québec urbain en mutation où vous racontez un peu l'histoire de l'évolution de l'urbanisme au Québec. Quand vous entendez Jonathan et d'autres dire peut-être que finalement, ça a été plus facile de couper des rubans pour annoncer quelque chose de spectaculaire et plutôt que d'investir dans des bâtiments, c'est un peu le constat que vous faites, M. Baudet? C'est le constat qu'on peut faire de manière générale. Les institutions ne sont pas des bons gestionnaires du bien public. Là. On s'entend, là, on aime mieux effectivement inaugurer, on aime mieux continuer à construire des autoroutes alors qu'on a un chantier de reconstruction des autoroutes qui est gigantesque, on n'est pas capable d'y voir. Et je pense qu'on fait la grande erreur de ne pas assumer suffisamment le poids du passé. Oui, les administrations publiques sont des mauvais gestionnaires. Ça, c'est un aspect. Mais il y a d'autres aspects du poids du passé. Par exemple, dans l'agglomération de Longueuil, dans les années entre les deux guerres et surtout dans les années 50, 60, c'était le bordel complet. Là. Je veux dire, c'était Ville-Jacques-Cartier. C'était pas une ville exemplaire à aucun égard. Et donc, quand Longueuil a fusionné, Longueuil a aussi fusionné les problèmes. Fin des années 60, hein? Fin des années 60, effectivement. Après que la ville a été en tutelle pendant plusieurs années parce que c'était plus gérable, la ville a absorbé, Montréal, c'est la même chose. Quand Montréal a absorbé les faubourgs industriels, elle a aussi absorbé des problèmes. Autre exemple du poids du passé, les égouts combinés. C'est une décision qui est prise au 19e siècle. On va tout envoyer à l'égout. C'était justifié à l'époque, mais aujourd'hui, on réalise qu'il y a un prix à payer quand on parle des inondations. De débordement. Moi, j'aimerais mieux avoir de l'eau propre dans mon sous-sol que les égouts qui reviennent dans le sol. Or, actuellement, ce sont les égouts qui reviennent dans le sol. Il y a encore des déversements dans le fleuve. Hein? Ça se fait, ça, là. Beaucoup. On est obligé de le faire au niveau de l'eau. Montréal est obligé de le faire aussi. Autre exemple, c'est la difficulté de planifier. La métropolitaine a été dépassée la journée même de son inauguration. C'est-à-dire que les charges véhiculaires, la journée où on l'a ouvert, étaient plus grandes que ce qu'on avait anticipé. Donc, l'usure, évidemment, s'est produite en conséquence beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait envisagé. Autre exemple, c'est les choix technologiques qu'on a fait dans les années 40, 50, 60. Par exemple, le béton. On ne maîtrisait pas le béton à cette époque-là. On a utilisé sans retenue le béton et aujourd'hui, on a payé le prix. C'est un matériau qui est extraordinaire, mais c'est un matériau qui peut être extrêmement coûteux à remettre en état. On comprenait très mal les principes de vieillissement du béton. Et donc, là aussi, il y a un poids du passé. C'est-à-dire que tout cet héritage, c'est pas juste que ça arrive à la fin de la vie utile, c'est que dans bien des cas, la fin de la vie utile n'est pas atteinte, mais les dégâts sont irréparables parce qu'on maîtrisait mal la technologie. C'est la même chose pour le pavage des routes et tout ça. Donc, je pense qu'il faudrait être plus conscient, notamment pour nous-mêmes être prudents face à l'avenir et ne pas tout simplement répéter les erreurs du passé. Il nous reste peut-être 2 minutes avant la pause, Jonathan. Comment tu réagis à tout ce qu'on entend? J'aurais des points sur chaque sujet. Tu vas y revenir après. Vas-y. Exact. Mais sur le point de M. Baudet, je suis particulièrement d'accord. Écoutez, au niveau de l'aménagement comme tel, en effet, Longueuil, c'est une ville raboutillée d'un morceau à l'autre. Moi, je l'appelle toujours la ville du cumul de décisions historiques. Hein? Donc, il y a eu un petit morceau fait à gauche par un entrepreneur, un petit morceau fait à droite par un entrepreneur qui n'ont pas mis les mêmes tailles d'asphalte, les mêmes aqueducs, les mêmes conduites. Contrairement à une ville comme Candiac, par exemple, qui a été construite à peu près toutes dans les mêmes années, qui ont les mêmes types de trottoirs, les mêmes types d'intersections, où l'entretien, sans dire qu'ils ont un job facile, mais c'est un petit peu plus facile que Longueuil. Au niveau des infiltrés, on a parlé des réseaux unitaires. C'est tout à fait le cas. On a à peu près encore 31% de notre réseau de drainage qui est unitaire. Ça veut dire que tout s'en va dans le réseau d'égouts. Ajoutons à ça des eaux parasites qu'on appelle. Donc, c'est de l'eau qui n'aurait pas besoin d'être filtrée, mais qui, par la mauvaise condition des infrastructures, entre dans l'infrastructure et se doit d'être filtrée au CERS, soit notre centre d'épuration Rive-Sud. Si
on enlevait 25 de cette eau parasite, on serait capable de construire 30 000 logements supplémentaires, pour vous donner une idée sur le Répète ça, là. Si on réduisait de 25 l'infiltration d'eau parasite dans le réseau de 995 km... Avec les coûts que ça représente. Avec l'ensemble, on a parlé d'1,7 milliard tantôt sur les réseaux, il faut les trouver, il faut savoir d'où ça vient, etc. On aurait une capacité de développement dans l'agglomération de 30 000 logements supplémentaires. Il en manque combien de logements? Il en manque plus que 30 000, mais disons que ça serait quand même... C'est-à-dire que juste la mauvaise condition des aqueducs, ça nous freine en termes de développement. Fait que ça revient exactement au point qui a été mentionné par Jean-François. Tout à fait. On va prendre une pause et au retour, on poursuit cette excellente discussion sur les infrastructures et les villes au Québec. On est de retour à notre émission spéciale. Alors, en studio avec nous, Jonathan Tabarra, qui est vice-président au comité exécutif de la ville de Longueuil, responsable du dossier finances et infrastructures. Il y a Marie-Michelle Cauchy, qui est directrice à la direction des milieux de vie durables et prospères à la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a Bernard McNamara, qui est architecte, résident de Saint-Lambert. Gérard Baudet, urbaniste, prof à l'École d'urbanisme, architecture, paysage de la Faculté aménagement, Université de Montréal. Il y a Jean-François Vachon aussi, qui est chargé de cours, Université de Sherbrooke, qui est aussi urbaniste et qui accompagne toujours des villes dans des projets. Et M. Bruno Lonval, qui est vice-président secteur bâtiment institutionnel chez Boutillette Parizeau, qui est aussi ingénieur. Notre journaliste, Gabriel Bayard, voulait relancer la discussion à partir d'une question. Donc, je me posais la question, comment est-ce que c'est possible pour une ville de allier la construction de nouvelles infrastructures, comme dans le projet de la Pointe de Longueuil, et la réparation ou l'entretien des infrastructures qui sont jugées désuètes en général? Jonathan, peut-être? Oui, absolument. Bien, normalement, dans le cadre d'un projet de construction d'un nouveau quartier, c'est l'entreprise comme telle qui fait les infrastructures et ça fait partie du projet. Elle cède ensuite ces infrastructures à la ville. Ça a du bon, ça a du négatif. Le bon côté de la chose, c'est que ça se fait en même temps que le projet. Parfois, le côté qui peut être un petit peu plus risqué dans le temps, c'est que, par exemple, à Longueuil, on hérite de 30, 40 ans de cession d'infrastructures souterraines qui ont été faites par les entreprises pour un quartier. Des fois, par exemple, je vous donne, on a découvert un mauvais branchement dernièrement, un branchement qui aurait dû être séparé, mais qui a été unitaire au mauvais endroit. Donc, tout dépend des inspections, des vérifications, de l'ensemble des paramètres que la ville met en place dans la construction d'un nouveau quartier. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins problématique parce qu'on a beaucoup plus d'outils pour faire la vérification des infrastructures comme telles. Je ne le sais pas, c'était comment, il y a 30-40 ans, j'étais pas né non plus. Donc, mais dans le cas d'un quartier comme Longrive, là, vous pouvez être assuré que le tout va être fait à la fine pointe de la technologie. Comment on concilie justement entretien d'infrastructures souvent qui sont désuètes et développement aussi, parce qu'il y a du développement à faire, là. On l'a dit au départ, de plus en plus de gens qui vivent dans les villes. Jean-François? Oui, bien, en fait, moi, je trouve qu'on a un élément qu'on oublie des fois, c'est que les ingénieurs vont beaucoup travailler avec les conseils municipaux, toute cette question-là des PTI, en fait. Là. On parlait tout à l'heure, vous avez dit... Qu'est-ce qu'un PTI? Allez-y. Un plan triennal de mobilisation, donc un plan d'investissement sur, disons, 3 ans. Puis là, les ingénieurs vont faire, disons, un plan, eux, sur 5 ans ou sur 10 ans. Puis on demande à l'urbaniste, théoriquement, de travailler, lui, sur 15, 20, 30 ans par rapport aux besoins futurs en matière de développement. Avec la crise du logement qu'on vit présentement, on sait qu'on doit accélérer à court terme nos infrastructures. Puis là, c'est comme si on est tout le monde arrivé sur le même échéancier en même temps. Puis on s'est rendu compte qu'on ne pensait pas de la même façon. Donc, moi, j'aime bien quand je travaille avec une ville ou avec un territoire, dire, bon, bien, voici des scénarios qu'on a d'ici 2041, la population qu'on va être au niveau des besoins. Donc, voici les cibles qu'on voudrait se fixer en matière de logement. Puis là, c'est là que les ingénieurs, des fois, vont dire, non, on ne peut pas à cause de tel point. Comme Jonathan disait, un nouveau développement, le promoteur immobilier depuis 1994. Là-bas, on avait des protocoles d'entente depuis 1994. La loi a été changée. On a permis, là, on appelle ça les ententes municipales, en fait, les ententes relatives aux travaux municipaux dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, où là, le promoteur va prendre à sa charge ces travaux-là. Il y a quelque chose, là, il y a un élément là, qu'on vit là, présentement qui est assez intéressant. Là. Moi, je trouve qu'on est comme... C'est comme si notre société vivait dans une copropriété qui avait été un petit peu mal gérée présentement. Puis là, on a comme des jeunes qui sont confrontés à devoir acheter des propriétés à un prix qui est peut-être 3 à 4 fois plus élevé que ce que leurs parents ont acheté. C'est même parents qui n'ont pas investi dans la copropriété. En plus. Fait que là, on leur dit, attends, toi, tu vas payer pour le nouveau bâtiment, mais j'aimerais ça aussi que tu remettes à niveau, tu sais, les travaux que moi, j'ai pas pris. Fait que je vais te faire des frais de redéveloppement. Fait que tous les développements, on va te charger un frais que toi, tu vas devoir payer. Puis là, ben, tu sais, ça serait le fun que ça soit abordable, mais moi, je veux pas payer plus. Fait que ça, je pense qu'il y a un élément là-dedans de dire l'habitation, ça a été pendant longtemps
une notion de développement immobilier, puis c'est encore très payant pour plusieurs promoteurs immobiliers. C'est privé. Mais moi, je pense plutôt à l'usager, la personne qui va aller habiter dans ces unités-là. On a un travail à faire pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre... Oui, les frais qui sont assumés avec des coûts qu'on a dit d'infrastructure où les normes ont augmenté, la surveillance a augmenté, les exigences en termes de qualité de produit, les matériaux qui viennent des fois d'ailleurs. Même si la technologie au niveau d'un tuyau, c'est simple, on a évolué un peu sur les types de tuyaux qu'on met en place, mais ça reste quand même des tuyaux. Là, hein? On s'entend là, que c'est pas une technologie extrêmement complexe là, de l'égout puis de l'aqueduc. Là. Mais après, quand on arrive au traitement des eaux usées, les nouvelles technologies, moi, j'en viens pas des fois pour des petits développements, des petits projets. On parle de millions de dollars. Fait que quand on arrive à l'échelle d'une ville, on l'a vu, là, par exemple, Trois-Rivières, qui ont besoin de mettre à niveau là, leur usine de traitement d'eau potable. Un demi-milliard que ça va leur coûter, en fait, pour pouvoir mettre... Tu sais, la ville a dit, impossible, je suis incapable de payer 500 millions pour mettre à niveau mon infrastructure à ce niveau-là. 1,3, 1,4 milliard. 500 millions, j'aimerais bien ça. Ouais. Fait que tu sais, si finalement on dit que c'est aux prochains acheteurs puis à la nouvelle génération de payer pour tout ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait qu'on a comme besoin de revoir un peu le deal là, concernant les infras pour que ça soit mieux réparti. OK, mais on revoit ça comment, là? Je veux dire, c'est bien, là, le constat que tu fais, mais on revoit ça comment, le deal? Parce que, honnêtement, si je me mets à la place de l'auditeur, l'auditrice qui nous écoute, on nous suit, bien sûr, parce que vous êtes très clair, mais tu pourrais avoir le feeling, l'impression qu'il y a bien des couches, qu'il y a bien du monde là-dedans, là, hein? Il y a de l'argent qui vient d'Ottawa, il y a de l'argent qui vient de Québec, il y a la CMM qui est dans le trafic, il y a les villes... Et puis après ça, il y a tous les protocoles qui sont prévus, soit par les ingénieurs, les architectes, les urbanistes. Y a-tu trop de monde? Y a-tu trop de bureaucratie? Y a-tu trop... M. Baudet? Ben, je pense pas qu'il y ait trop de monde. Je pense qu'on carbure tous au concept de croissance. Sans se poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, d'être en mode croissance de manière aussi naïve qu'on l'a été depuis un siècle? Oui, mais si on veut être capable de construire des logements, il en manque 1,5 million au Canada. Là. Oui, le problème, c'est qu'on fait les projets sans jamais ficeler l'ensemble des coûts qui vont être générés par le projet. Donc, on continue à faire des projets, par exemple à Trois-Rivières, en accueillant du développement. On le sait que l'usine, elle fournira peu. On accueille quand même du développement, mais on ne met pas d'argent de côté pour, justement, améliorer les choses. Et c'est le même dans à peu près toutes les municipalités. C'est-à-dire qu'on n'a jamais des projets sur lesquels on peut dire, voilà tout ce que ce projet va générer comme coût pour les 50 prochaines années. On ne le fait pas. Ouais. Ni pour l'école, ni pour l'hôpital qu'on va être obligé d'agrandir. Puis c'est encore pire quand les équipements sont régionaux, parce que c'est encore plus lointain par rapport aux décideurs sur le terrain. Et ça, moi, je pense que ça plombe l'avenir d'à peu près toutes les collectivités, cette incapacité de dire, voilà ce que ça va nous coûter, y compris la remise en état, parce qu'éventuellement, il va falloir remettre tout ça en état. On ne le fait pas. Je connais pas une seule ville ou une seule municipalité régionale de comté qui a dans ses cartons les données par rapport à ce projet-là. Jonathan, du côté de Longueuil, c'est un constat qu'on a fait. C'est un constat, puis Jean-François l'a très bien dit, M. Baudet aussi, puis c'est un constat qu'on a fait dès le départ, le manque de prévision à long terme. Le PTI, Plan triennal d'immobilisation, qu'on va recommander pour l'agglomération cet après-midi, pour le local demain, par ailleurs. C'est pas juste pour la ville de Longueuil, là, pour l'agglomération aussi. C'est une obligation gouvernementale. Donc ça, c'est une loi. On est obligé d'adopter un PTI. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus, mais les villes se sont toujours concentrées sur les plans sur 3 ans. Donc ça crée cette espèce de pression où les élus veulent bourrer les PTI, les plans sur 3 ans, et voir les projets qui sont demandés par les citoyens. Donne des exemples pour les auditeurs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un PTI? Bien, on va retrouver, par exemple, des réfections de rues majeures. On va retrouver des plans de réfection de parcs. On va trouver à peu près tous les projets majeurs d'infrastructure auxquels vous pouvez penser vont se retrouver dans le plan triennal de mobilisation. OK. Et l'enjeu, c'est que, par exemple, moi, je m'en vais faire mon porte-à-porte électoral. Je l'ai commencé. Et là, je me fais dire, on a besoin de X, Y, Z. La piscine, on va-tu en avoir une? Ah oui, non, on a besoin de piscine. On a besoin de plein d'affaires. Quelqu'un qui me demandait un terrain de volleyball l'autre jour. C'est facile, puis je les comprends, là. Un terrain de volleyball, c'est 140 000 $. Il y a de la place dans le parc Michel Chartrand? Il y a de la place. Oui, exact, mais puis ils ont raison, les gens, de faire ces demandes-là. L'enjeu, c'est qu'après ça, les élus prennent ça pour les plans triennales de mobilisation de projet, puis on se retrouve avec des taux de réalisation de 50-55 %, comme c'était lorsqu'on est arrivé. On a réussi à augmenter ça de plus que 10 %. Donc, la coupe est à moitié pleine. Puis là, il y a de l'insatisfaction. Parce qu'on veut le voir. Fait que, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va commencer à prévoir. On n'est peut-être pas capable encore sur 15-20 ans. J'espère qu'on va y arriver. Sur 10 ans, on est capable. On a fait un travail de moine avec notre direction des bâtiments et le génie qui se sont prêtés au jeu direct, qui étaient super contents de ça. On adopte pour la première fois cette année un plan sur 10 ans, un plan décennal d'immobilisation, et on a des plans directeurs pour chaque catégorie de bâtiments. Donc, on va savoir dans le temps
quel type de bâtiments vont être faits en quelle année, et tout ça en prévision. Et ça va être la première chose qu'on va faire avant de commencer à renflouer des nouveaux projets qu'on n'est pas capable de réaliser. Donc ça veut dire, pour rejoindre ce que M. Baudet disait tantôt, dans ton plan des infrastructures, tu vas prévoir l'ensemble des coûts éventuels aussi. Là. Bien, exactement. Puis il y a une étude qui est intéressante pour les nouveaux développements. Il y a une étude de Cyrano qui est sortie en février, je vous invite à la lire, qui démontre encore une fois que le développement, c'est pas rentable, le développement résidentiel. Les villes ne font pas de revenus long terme avec ça. Ça ne couvre pas les coûts qu'on a besoin d'engendrer. Même si tu montes les taxes, même s'il y a une taxe de bienvenue. Exact. Même avec tout ce qu'on peut imaginer, qu'on se dit, mon Dieu, ça coûte donc cher arriver dans une ville avec la taxe de bienvenue, les taxes, ça ne couvre même pas les frais d'infrastructure que ces gens-là ont besoin. Et plus on a de personnes, plus on a besoin de services. Donc, on a besoin de plus de monde à la piscine, on a besoin de plus de routes, plus de pistes d'écoles, plus d'écoles. D'hôpitaux, de lits. Exact. Donc, l'ensemble des services n'est pas... Puis ça, c'est de par la façon dont la fiscalité municipale est faite. Selon moi, tout part de là. Tant que la fiscalité n'est pas changée, ça va être difficile de changer le reste. M. Lonval, vous avez envie de réagir, là? Oui, parce que je comprends qu'on veut tout le temps se retourner sur la fiscalité puis obtenir plus d'argent. Plus d'argent. Là. Mais est-ce qu'on est en mesure d'innover dans nos façons de construire pour être capable de... Puis c'est fallacieux de comparer le privé puis le public directement. Les missions sont pas pareilles, j'en conviens. Mais il me semble qu'au privé, une des premières choses qu'on fait quand on se dote d'un nouvel ouvrage, c'est un plan d'OPEX. Puis on met tout ce que ça va nous coûter pour opérer notre projet, opérer notre bâtiment sur sa durée de vie, puis notre retour sur notre investissement va être arrivé quand, puis quand est-ce qu'on va recommencer à investir. Et ce que j'entends, c'est que les municipalités, on a besoin de faire ça aujourd'hui pour faire un rattrapage. Puis une des suggestions que je peux avoir, c'est... On ne peut plus augmenter le coût du logement qui coûte plus cher. Les gens peuvent déjà se le payer. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, comme société, c'est travailler, oui, je parle souvent de déréglementation pour simplifier la façon de construire, mais aussi d'innover pour être capable de construire à moindre coût. Par exemple, construire en usine. On construit encore de façon relativement artisanale. Traditionnelle. Là, depuis... je pense que la dernière grande innovation, c'est le J-Proc. Il faut qu'on innove dans nos bâtiments. C'est possible, ça? Ça existe? Moi, je pense que oui. Puis on est en train de le faire, ce virage-là. On construit très précisément présentement au numérique. On se construit très précisément nos ouvrages en 3 dimensions avec beaucoup de données sur précisément comment on va les construire, après ça, de façon artisanale. Ce qui nous manque, c'est de faire des économies de coûts sur la construction de l'ouvrage elle-même pour ensuite être capable de considérer une quote-part plus importante. Jean-François? Bien, en fait, ce que je trouve intéressant, la notion d'OPEX, en fait, c'est que les frais qui sont assumés par la collectivité, il faudrait trouver une façon qui puisse se rentrer aussi dans le modèle au niveau des frais par la suite qu'on occupe pour être sûr qu'un projet est vraiment rentable à ce niveau-là. Je voulais juste revenir aussi sur cette notion-là de dire on passe du PTI ou un plan sur 10 ans. Moi, ce que j'aime dans ça, c'est toute cette notion-là de transparence. On n'a plus peur de montrer nos chiffres. Souvent, les ingénieurs municipaux, ils ont peur un peu. Ils disent, si je montre ces chiffres-là, le monde va dire, ma ville n'est pas dans un bon état ou quoi. Non, il faut le dire. Il faut parler de nos besoins en habitation. Il faut parler de nos besoins en infrastructure. Il faut être transparent comme ça. Après, non seulement le citoyen, lorsqu'il va voter pour quelqu'un, il va pas dire, moi, je te fais un gel de taxes. Il va dire, je suis au courant là, que pour pouvoir loger mes enfants qui veulent revenir dans ma ville ou pour pouvoir loger ma mère ou mon père, on a besoin d'investir. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Puis une fois qu'on va avoir parlé de ces besoins-là, qu'on va les avoir rendus, qu'on va les avoir mis sur papier, là, on peut ouvrir aussi la discussion avec Québec puis avec le fédéral. Parce qu'on parle de faire de la politique avec nos infrastructures. Quand là, on tombe au niveau provincial puis fédéral, là, on comprend. J'ai juste besoin de dire un mot, 3e lien, pour voir que, tu sais, on peut faire beaucoup de politique avec une infrastructure. Puis là, ben l'OPEX au niveau du 3e lien, puis les coûts de combien ça va coûter entretenir ce nouveau tunnel ou pont ou whatever là, ben ça, on n'en parle pas trop collectivement dans notre société avec tous les besoins qu'on a au niveau des infrastructures. M. Baudet? Il faut faire disparaître les échappatoires. Quand le GO dit aux municipalités, vous êtes des quêteuses, c'est vrai que les municipalités sont des quêteuses parce qu'on les place dans cette situation-là. Exact. Et elles ont internalisé le principe. Donc, la municipalité se dit, de toute façon, on n'aura pas les moyens, mais Québec va nous débloquer un chèque de monnaie parce que électoralement, ils ne pourront pas tenir le coup et nous dire non tout le temps. Et donc, on a déresponsabilisé tout le monde politique municipal au Québec par des politiques de quêteux. Puis le gouvernement s'en accommode parce que pour le premier ministre, de voir un maire à genoux devant lui, c'est très, très, très satisfaisant. Pensez-vous?
Jonathan? Oui, bien, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Au niveau de la réglementation, écoutez, on s'entend très bien. On est tous d'accord. Juste vous donner un exemple, les normes qu'on est obligé de suivre pour un feu de circulation. On doit faire, ça c'est par la loi, des études d'avant-projet qui sont 3 à 4 mois avec des équipes professionnelles sur le terrain. Si les normes sont respectées, on s'en va en équipe géotechnique. Hein? Donc ça, c'est les codes des ordres professionnels plus les lois sur l'environnement. Puis, il faut faire des études sur les sols. Ensuite de ça, on a les plans et devis. Donc ça, c'est le tome 5. Ensuite de ça, pendant les travaux, on continue avec la gestion des sols plus les exigences des normes professionnelles sur le terrain. Et en plus, si on ajoute l'augmentation des coûts de matériaux actuellement... Ça, c'est pour changer... Des feux de circulation dans un coin de rue. Ça, c'est notre modèle là, qu'on comprend, que tout le monde voit, qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens. Quand il y en a un qui tombe parce qu'il y a eu un accident, là, ça rentre cette demande-là à la ville, là, c'est tout ça qui s'en vient. Exact. Faites pas tomber des feux de circulation, ça coûte cher. Volez pas des fils de lampadaire non plus. Puis pour dire, la réglementation, c'est cyclique. Hein? On a une phase, on a un problème, un enjeu, une place à quelque part. Puis là, les élus, en toute grande peur, s'en vont, puis à de grosses pompes pour rassurer les gens, voter un règlement, puis de l'inspection, puis des paramètres pour aller sauver l'ensemble des phénomènes de ce même et unique problème qui est arrivé une seule fois. J'adore l'exemple de l'électricien qui a été mentionné un petit peu tantôt. Mais la réglementation, c'est cyclique. Et là, on va tomber, parce que tout le monde en a le rôle pompon, dans une phase de déréglementation. On a commencé l'étude avec nous, on a des démarches avec Bloomberg pour réduire nos procédures au niveau de l'urbanisme, regarder comment que ça se fait, regarder aussi comment on est capable de travailler avec les normes qui sont en vigueur, puis on travaille sur, on parlait de commencer à augmenter le nombre de logements, sur du modulaire. Donc on veut des projets pilotes, d'immeubles modulaires, de maisons modulaires, des choses qu'on est capable de construire rapidement, puis on veut que notre réglementation soit assez souple pour accepter tout ça. Puis juste pour revenir sur le point de M. Baudet, si j'ai encore le temps, la reddition de comptes avec le gouvernement du Québec nous tue. Il y a 4000 fonctionnaires temps plein au Québec en ce moment qui font de la reddition de comptes entre le gouvernement du Québec et les villes. 4000 fonctionnaires. Un fonctionnaire, ça coûte à peu près 100 000 $. Je vous laisse faire les calculs. Fait que là, tu es en train de plaider pour réduire la taille de l'État, toi, la fonction publique. Là. La reddition de comptes. Oui. Non, mais ça fait partie du débat. Marie-Michel, tu voulais réagir? Oui, bien en fait, j'entends la discussion là, concernant les gouvernements supérieurs. C'est sûr que pour pouvoir régler la situation, il va falloir faire une action concertée, là, municipale, provinciale, fédérale, pour pouvoir avoir à la fois des fonds, mais aussi une réflexion sur comment on fait mieux les choses, puis comment on planifie davantage pour l'entretien pour la suite, puis comment on fait en sorte que chaque dollar qui va être investi dans des nouvelles infrastructures ou dans l'amélioration des infrastructures existantes va être optimisé puis va servir pour vrai. Il y a une bonne réflexion à faire là-dessus. Oui, mais une bonne réflexion entre le palier fédéral, dans tous les paliers, provincial et municipal. Mais la lettre de Catherine, c'était à ce niveau-là. On parle d'états généraux. D'états généraux, comme ça a déjà été fait, et qu'on en parle tout le monde ensemble. Syndicats, secteur privé, les villes, le gouvernement du Québec, puis on aimerait ça qu'Ottawa s'implique cette fois-ci. Ah, t'impliques les syndicats là-dedans? J'implique les syndicats certains, ils font partie de la solution. L'école bleue, l'école blanche, les sociétés de transport, bien sûr. Tout le monde, on est dans le même bateau. Il n'y a personne qui a intérêt à ce que leur facture augmente à ce niveau-là. On a intérêt à ce que la société soit efficace. M. Baudet? Oui, puis quand on parle de reddition de comptes, il faudrait que le gouvernement du Québec soit responsabilisé. Quand il y a de l'argent à Ottawa, qui s'est envoyé à Québec, puis qu'à Québec, l'argent disparaît de la filière pour laquelle ça avait été prévu. Pour une virgule parfois. Pour une virgule parfois, ou tout simplement parce que le gouvernement a décidé qu'il envoyait l'argent ailleurs, alors qu'il y en a de l'argent pour les infrastructures, il y en a de l'argent pour les logements, il y en a. Mais au Québec, quand on regarde par rapport aux autres provinces, on ne réussit pas à mobiliser ces capitaux-là, tout simplement parce que le gouvernement du Québec n'a pas de compte à rendre sur l'utilisation de ces fonds-là. C'est assez grave comme problème. Oui, et c'est pas dans la cour des villes, ça. Là. Ça a des conséquences, mais c'est pas dans la cour de juridiction de gouvernance des villes. Là, on parle des rapports entre Québec et Ottawa. Il nous reste quelques minutes avant la pause. J'aimerais ça, parce qu'on va s'en aller vers les solutions. Une fois qu'on a fait des États généraux, une fois qu'Ottawa, Québec et que les villes se sont parlé, qu'on a parlé de fiscalité, qu'on a parlé de réglementation, on va le souhaiter, hein, parce qu'on le sait, là, c'est le grand chantier qui nous attend. Puis pas juste au niveau de l'habitation abordable ou du logement social. On le sait, tout est à construire, tout est à refaire. Quand on regarde une ville comme Longueuil, puis on regarde l'agglomération, puis là, je vais relancer Jonathan là-dessus, puis on pourra continuer par la suite, et qu'on voit que le métro de Longueuil se termine au métro de Longueuil depuis 1967. Et M. Baudet, hors micro, nous disait tantôt qu'en plus, s'il y a un métro à Longueuil, c'est qu'à l'époque, c'était pas pour faciliter le transport entre la Rive-Sud et Montréal. C'était une sortie de secours au cas où le feu pognait à l'île Sainte-Hélène pendant l'Expo 67. Alors, imaginez. Mais quand on sait que, par exemple, à Longueuil et dans l'Agglo, il y a un enjeu de transport, il y a un enjeu de développement aussi
qui est lié au fait que le transport en commun est ce qu'il est. Il y a déjà été question de projet de tramway, il y a déjà été question de REM. On en est où au niveau de l'ADLO et de la ville là-dessus? Bien, on travaille très certainement, l'administration de Catherine à Longueuil travaille très certainement sur essayer d'augmenter l'efficacité puis la rapidité de déplacement des gens en transport en commun. Il y a plusieurs modes disponibles. Okay? Le métro, si le gouvernement n'est pas intéressé, on n'est pas capable de débourser 1 milliard du kilomètre. Comme municipalité, c'est impossible. Puis c'est le même prix pour le REM souterrain, là, si on voudrait qu'il y ait un REM souterrain, par exemple. Donc, il faut... Puis il y a un autre éléphant dans la pièce en ce moment qui est l'électrification des transports. Moi, je pense qu'il y a une grosse question à se poser à ce niveau-là. En ce moment, on fait, selon moi, du greenwashing. On s'est délaissé de cette responsabilité du gouvernement d'investir dans les transports en commun en forçant les villes à électrifier leurs transports. Le garage de Saint-Hubert, ça va nous coûter 100 millions de dollars électrifier le garage de Saint-Hubert. Les autobus électriques nous coûtent plus cher. Là, tu vas rejoindre Zappa, toi, qui est sorti, là. Hein? Vous avez vu ça? Il y a plusieurs personnes qui commencent à sortir là-dessus à ma grande satisfaction parce que ça réduirait les émissions de 0,4 %. Mais je pense que les études démontrent très clairement qu'un autobus hybride rempli de monde va être pas mal plus intéressant pour la société qu'un autobus électrique vide. Là, tu es en train de dire qu'on est allé trop vite? On a trop poussé sur le bouchon je pense qu'il va de l'électrification du transport? C'est mon opinion, puis je pense qu'il va falloir qu'on investisse en augmentation de la desserte et du transport et de la rapidité en suivant les infrastructures qui n'ont jamais été adaptées pour ça. Parce qu'en ce moment, on a bien beau avoir nos petites chandelles au coin de rue puis les voies réservées, ça augmente la vitesse comme ça le peut. Mais il y a d'autres travail à faire, il y a de la prévention à faire à ce niveau-là. Quand on conçoit un nouveau quartier, il faut le prévoir pour le transport en commun. Vous voulez réagir, M. Baudet, là-dessus? C'est sans compter qu'en termes de port modal, on recule. Je veux dire, on fait pas de gain. Donc, on a des véhicules plus performants, mais on a moins de gens dans ces véhicules-là qu'on devrait. Et les gros pollueurs, ce sont les automobilistes. Puis, il faut le voir, là, on souffre d'obésité véhiculaire, les véhicules de plus en plus gros. On fait de plus en plus de kilomètres. On consomme de plus en plus d'essence. Ça n'a aucun bon sens, là, ça va en compte. Donc, effectivement, je suis d'accord avec cette idée que c'est très vertueux, l'électrification, mais quand on regarde les résultats concrets par rapport aux enjeux, c'est c'est même médiocre. Du côté de la CMM, quand même, la question du transport, c'est un enjeu? C'est un enjeu important, principalement au niveau du financement. Là, nous, c'est sûr qu'on voudrait avoir du développement davantage du transport collectif, là, augmenter la desserte, à la fois augmenter la desserte dans des endroits qui sont déjà desservis, parce que des fois, les autobus, les métros sont pleins, là, mais aussi augmenter la desserte, aller desservir des nouveaux secteurs pour pouvoir vraiment encourager le transport collectif. Puis c'est un peu l'idée de notre plan aussi. Là. Nous, on oriente la croissance vers le transport collectif, mais il faut que le transport collectif puisse vraiment déplacer les gens puis vraiment les amener aux endroits où ils veulent aller. Là. Puis pour ça, ça va prendre des investissements importants. Oui, mais il me semble que quand tu construis puis quand tu développes, il faudrait que tu t'assures que minimalement, il y a soit un autobus, un train, un tram, peu importe comment on l'appelle, là, il faut quand même imaginer que c'est autre chose que 4 personnes dans 4 voitures différentes, comme ça existe dans beaucoup de villes de l'ADLO, là. Tout à fait. Puis là, c'est ça, notre plan, nous, on oriente la croissance vers les endroits où il y a du transport collectif, mais dans plusieurs cas, il faut que ce transport collectif-là soit amélioré, augmenté, puis qu'on desserve des nouveaux endroits aussi pour pouvoir déplacer les gens adéquatement, là. C'est important pour la suite de la région métropolitaine. Donc, pas de REM, pas de tramway, à court terme, maximiser ce qui existe déjà? Bien, à court terme, je peux vous dire qu'on travaille avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires pour essayer d'augmenter la rapidité des usagers sur le territoire, pas juste nord-sud, mais aussi est-ouest. Oui. Oui, tout à fait. Qui est souvent oublié. Oui, souvent parce qu'on a pensé le transport en fonction de Montréal. Hein, la ville dortoir, la banlieue, les gens travaillent à Montréal, alors que maintenant, on sait très bien que la réalité est tout autre. Et attendons de voir la facture du REM quand il va être inauguré dans la partie île de Montréal. Les municipalités vont déchanter pas à peu près. Puis on aura perdu 10 ans à Longueuil à cause du REM. Vous aimez pas ça, le REM? On va aller à la pause et puis il va nous rester 30 minutes pour parler d'avenir. Alors, on est de retour à notre émission spéciale sur les villes et les infrastructures. Jonathan Tabaret est toujours avec nous, vice-président au comité exécutif de la ville de Longueuil et responsable du dossier finances et infrastructures. Il y a Marie-Michelle Cauchy aussi, qui est directrice à la direction de milieux de vie durables et prospères à la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a M. Bernard McNamara, qui est architecte et résident de
Saint-Lambert. Il y a aussi Jean-François Vachon, qui est enseignant, chargé de cours, pardon, à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, qui est urbaniste, qui est aussi, qui accompagne aussi des villes là, dans des projets d'urbanisme. M. Gérard Baudet, qui est prof à l'École d'organisme, architecture de paysage de la Faculté aménagement, Université de Montréal. Et il y a aussi M. Bruno Lonval, là, qui est ingénieur à la firme chez Boutillette et Parizeau. Alors, on a brassé pas mal la soupe jusqu'à maintenant, là, les différents problèmes, que ce soit des questions de gouvernance, des questions de réglementation, des questions de financement. Jonathan a rappelé la lettre ouverte de Mme Fournier, de Catherine Fournier, qui appelle à des États généraux. Tantôt, Marie-Michel disait il faut que le fédéral, le Québec, les villes se parlent sur comment on envisage l'avenir. On va justement prendre les 20-25 minutes qui nous restent pour parler un peu de la ville de demain. On le sait, il n'y aura pas moins de monde dans les villes, il va en avoir de plus en plus. Il y a des enjeux d'entretien, il y a des enjeux de développement. Toi, tu avais envie, notre ami Gabriel Bayard, qui est journaliste au FM 103.3, de poser une question pour relancer le débat. Oui, donc on parle de solutions. On voit de plus en plus de projets, de grands projets qui sont partagés entre plusieurs municipalités, comme des complexes aquatiques ou des complexes sportifs ou culturels. Est-ce que ça pourrait être une solution pour justement donner plus de services aux citoyens? Jonathan, dans l'Adelot, est-ce que c'est quelque chose qui est débattu avec nos amis de Saint-Bruno, Boucherville? C'est débattu, c'est discuté. Puis on aimerait... oui, on est tout à fait d'accord. Puis la mutualisation, ça va dans plusieurs sens. Hein. On est chanceux, on a une union de municipalités qui se parlent plus que jamais, qui se tient ensemble, les villes. Nous, si on fait l'architecture puis on conçoit, par exemple, un chalet de parc, mais il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas partager cette conception-là avec la ville de Laval, leur sauver un an puis leur sauver des frais astronomiques. Même chose pour la conception d'une piscine. Même chose pour à peu près n'importe quelle infrastructure municipale. Parce qu'en ce moment, ces plans-là appartiennent aux firmes qui les font, qui les produisent, qui sont capables d'aller les revendre à d'autres municipalités. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Mais la mutualisation d'infrastructures comme telle, dans un territoire commun, c'est quelque chose de particulièrement important. Comme par exemple, il y a plusieurs piscines qui ont été construites dans l'agglomération avec un financement du gouvernement du Québec qui va parfois à la hauteur de 50 % dans certains cas, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est pas normal que les citoyens de l'ensemble de l'agglomération ne puissent pas en profiter si ont eux-mêmes payé la facture de par leurs impôts. Vous, M. Lonval, vous êtes ingénieur chez Boutillette Parizeau, vous développez des projets. Oui. Comment vous trouvez ça, là, qu'il y ait une mutualisation, par exemple, d'une piscine ou d'une salle de spectacle? C'est une excellente idée. Je veux dire, c'est pas vrai. La plupart des clients, dans leur contrat, les plans leur appartiennent après. Toutefois, au niveau des responsabilités professionnelles, on ne peut pas reprendre un plan puis aller le mettre sur un terrain argileux quand il a été construit sur un terrain qui était sur le roc. C'est sûr. Donc, chaque plan a besoin d'être adapté. Mais c'est fou la quantité de fois dans ma vie où je repose les mêmes questions sur les besoins d'une piscine. Je repose toujours les mêmes questions. Allez-y, là, mais souvent, ce qui va être demandé, puis là, moi, je travaille beaucoup aussi en santé, on va redéfinir à chaque fois le même besoin, puis on va reprendre en note, puis on va refaire le développement pour savoir, mais qu'est-ce que vous voulez, quelle est la largeur, vous étiez dans les piscines, quelle est la largeur de la plage que vous voulez, combien de jeux d'eau, combien de couloirs. Là, à partir du moment où on l'a développé une fois, là, si y a des municipalités qui veulent réutiliser un même concept, là, ça leur appartient. C'est simplement qu'il y a un moment où on peut arrêter de faire des bâtiments en prototype à chaque fois. On peut réutiliser le même moule, le même concept. Il va tout le temps nous rester après ça, puis c'est tout à fait sain qu'une municipalité qui reprend un concept de centre aquatique qui a déjà été construit ailleurs, engage un architecte pour y donner une saveur plus locale aussi. Mais il y a quand même beaucoup de choses, dimensions, superficie, volume, besoin, qu'on se donne pas la peine en ce moment, on les refait, on recommence tout le temps. Mais on pourrait s'inspirer puis transporter ce qui est fait sur des plans très, très, très avancés. Après ça, vous en sortirez pas, M. Tabarra. Là, il va quand même falloir refaire de la géotechnique, il va quand même falloir faire une structure. Puis là, des fois, je parle de déréglementation, mais il faut toujours bien que ça tienne. Donc, il y a un minimum, là, à un moment où on ne peut pas réutiliser. Ça ne peut pas être totalement, oui, tout à fait. Libéralisé, là. Puis libéraliser, puis voici une recette. Mais le but, c'est pas de faire des copier-coller. C'est de dire, si on est capable de sauver 20, 30, 40, 50 % du temps de développement d'un projet, je comprends bien le sol argileux, mais une fois que vous avez changé les fondations pour un chalet de parc, je veux dire, c'est pas les maisons Bonneville, ils ont bien des sols argileux, puis des sols en sable, puis des sols en béton. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui sont capables de se reproduire un petit peu partout dans les municipalités du Québec. On a 1150 municipalités. Certaines ont des conditions similaires, certaines ont d'autres différentes. M. McNamara, vous vouliez réagir?
Ben, en fait, je pense pas que en recopiant ou en faisant des projets en plusieurs copies, on va sauver grand-chose. Si vous regardez le coût du bâtiment, de la construction, il y a une portion conception, une portion construction, et puis l'entretien qui se fait sur 20, 30, 50 ans, qui est importante. La portion que vous allez sauver sur la conception est minime, et je pense que c'est pas là qu'il y a des économies à faire. C'est dans la construction, c'est dans l'entretien par la suite. Il faut quand même s'assurer que les projets correspondent vraiment à ce que aux besoins locaux. Et ça varie d'un endroit à l'autre. Je comprends très bien qu'une piscine, c'est une piscine, puis si elle a 4 pieds de profond, elle n'a pas 5 pieds. Ça, c'est simple. Mais il ne faut pas tomber dans des solutions faciles comme ça. Oui, Jonathan, rapidement. On est à peu près dans 10 des coûts totaux, la conception et la planification. Si on ajoute à ça les délais supplémentaires, juste si on construit quelque chose cette année ou l'année prochaine, mais on a 8-10 de coûts de différence. Les coûts de la construction, une convention collective, l'augmentation du prix des matériaux. Donc oui, time is money, puis la vitesse de conception et le coût de la conception peut avoir un impact. On va aller chercher toutes les solutions. C'est une mutualisation de solutions qu'il faut aller chercher. On n'est pas en train de dire que de mutualiser des infrastructures ou de se partager des plans et devis, ça va sauver l'ensemble de la construction des infrastructures au Québec. C'est une des nombreuses solutions. Oui, M. Baudet? Je pense qu'il faudrait avoir une conception de la mutualisation beaucoup plus ouverte. Par exemple, dans l'Assomption, Repentigny et l'Assomption se sont entendus pour avoir 2 salles de spectacle avec des différences significatives pour être capable d'accueillir à peu près toute la gamme. Mais ils ne se concurrencent pas nécessairement. Ils ne se concurrencent pas, c'est-à-dire que les 2 équipements sont au profit de l'ensemble de la population. À Victoriaville, il y a une entente qui s'est développée entre la commission scolaire et la ville de partage des ressources professionnelles et de partage des équipements. Donc, les équipements récréatifs de la ville servent, c'est-à-dire les équipements récréatifs de la commission scolaire servent à la ville et les équipements culturels de la ville servent à la commission scolaire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on en parle. Il ne faut pas que ça se sache. Il ne faut pas que ça sorte. Comment ça se fait? Il y a du monde qui nous écoute. On est live, là. Moi, je suis membre du prix jury, le mérite ovation de l'Union des Ça municipalités marche, du il ne Québec. faut pas en parler. C'est ça que vous dites, Non, là? mais c'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais on a des institutions qui résistent énormément à reconnaître effectivement qu'il y a des solutions originales un petit peu partout et que ça devrait être mieux connu. Jean-François Vachon? Moi, je voudrais faire un pont avec ce qu'on discute concernant la question encore de l'habitation, là, parce que c'est ce qui me touche beaucoup là, présentement. Puis c'est de dire, c'est pas facile, les projets collectifs entre municipalités, malheureusement, surtout quand on commence à parler d'argent. Tu sais, toute cette question-là des MRC, on parle beaucoup MRC, on pense, disons... schéma d'aménagement puis gestion des matières résiduelles. Moi, quand je pense MRC, je pense économie d'échelle. Puis de dire, donc, par exemple, sur l'habitation, dire est-ce qu'on serait prêt à monter un fonds, mettre de l'argent ensemble puis de faire en sorte par la suite que, ben oui, le logement social ou le projet, il est peut-être pas dans ma municipalité, mais dans la municipalité voisine, mais au final, on contribue puis on continue de construire. La CMM, là-dessus, on fait un super bon fonds qui a été mis sur pied, mais qu'on a de la difficulté à traduire ou à mettre ailleurs au Québec. Puis c'est intéressant parce que depuis l'an dernier, la loi a été changée là, avec le PL 39. Puis là, ce qui a été prévu, c'est que disons que des villes qui se mettent ensemble pour se construire un projet de logement, les revenus par la suite peuvent être redistribués entre les villes. Donc, les revenus de taxation, parce que souvent, tu veux le projet chez vous parce que tu vas avoir la taxe qui vient avec. Bien sûr. Mais là, maintenant, on est capable de se partager les revenus de taxation qui sont associés à ça. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire à ce niveau-là. Puis c'est sûr que si on veut faire des projets collectifs avec des économies d'échelle, il faut penser à un mécanisme pour une répartition des bénéfices s'il y en a. Jean-François donne l'exemple de la CMM. Tu veux-tu Oui, réagir à ça? je peux expliquer un peu l'exemple. Là. Dans le fond, je pense que c'est un super bon modèle qui pourrait être reproduit. Là. Après, il faut voir à quelle échelle puis quel genre d'administration le ferait. Là. Mais à la CMM, on a un fonds pour le logement social et abordable. Lorsqu'un projet dans une municipalité qui a une subvention là, du gouvernement provincial pour aller de l'avant, il doit y avoir une part municipale de participation au projet. Puis la CMM rembourse cette part-là à même le fonds qui est alimenté par l'ensemble des 82 municipalités. Donc, il y a comme une forme de partage des coûts là, pour le logement social et abordable. Jonathan, parce que tu parlais tantôt du dépôt du PTI, alors le plan quinquennal, en fait, mais qui est un plan sur 10 ans, là, hein, de planification, décennal. Alors, si on parle de la ville de l'avenir, en fonction de ce que tu connais, parce que tu connais bien Longueuil, tu connais l'Aglo, mais on va parler de Longueuil, là.
Si tu l'imagines, là, puis tu nous dis, OK, on veut dans les prochaines années là, s'attaquer à quoi au juste pour améliorer la condition générale de vie des gens de Longueuil, tu t'attaques à quoi? Bien, la ville de l'avenir va être bâtie sur la ville du passé. Parce que malheureusement, on va travailler avec les mêmes tailles de rue. Et, comme M. Baudet l'a dit tantôt. On traîne un héritage. On traîne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nettes améliorations. La première chose, c'est que la conception et la conceptualisation de quand on refait une nouvelle rue ou on refait un nouveau quartier ou on construit quelque chose, on doit l'aménager en fonction du transport collectif et en fonction de la mobilité active. Ça ne veut pas dire qu'il faut tasser l'automobile, ça veut juste dire qu'il faut laisser une place pour tout le monde, pour l'ensemble des modes de transport, et que tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans son quartier. Incluant des pistes cyclables. Puis Longueuil est quand même un exemple en termes de pistes cyclables. Oui, on l'est maintenant, certainement. L'autre chose, c'est les zones tampons, les zones vertes. Les zones qui vont absorber l'eau. Donc, naturellement, on a des secteurs de la ville de Longueuil qui se font inonder 1, 2, 3 fois par année. C'est une catastrophe et c'est pour ça qu'on a créé notre plan de résilience aux fortes pluies. On a un plan d'action où on va aller essayer de déminéraliser certaines parties de la ville. On retravaille les infrastructures, mais tout ça doit être pensé en amont. Le mot, c'est résilience au changement climatique. C'est l'élément qui est oublié encore et encore. Et ça, on va devoir... c'est pas juste une question d'aller mendier de l'argent au gouvernement du Québec, c'est quand on fait une nouvelle conception, la résilience au changement climatique doit faire partie intégrante de cette conception de quartier, de maison, de peu importe ce que vous voulez faire et construire. Est-ce que... Oui, vas-y. Et non, ben, je voudrais juste dire, dernièrement, c'est une question de planification long terme puis de financement. C'est très difficile pour un élu d'essayer de se sortir de son carcan d'élection. Donc, on arrive en élection. Mais là, je vous le dis, là, j'en fais des portes. Là, puis quand le monde m'arrive avec un paquet de projets, je leur sors 2-3 exemples d'éléments de base qui coûtent cher, qui sont à refaire et ils comprennent tout de suite. OK, tu leur dis pas, oui, on va vous donner votre parc de volleyball. Je me suis non, mais les gens le comprennent. Je me suis on va essayer quelque chose de différent. Puis, des fois, les gens nous communiquent un besoin. Ils nous communiquent pas nécessairement le projet qu'ils ont besoin. Fait qu'on va essayer d'être innovant, de répondre à leurs besoins avec des... Peut-être pas nécessairement l'approche traditionnelle. Je parlais du terrain de volleyball tantôt. Peut-être que 2 piquets dans un parc avec un filet, ça fait autant l'affaire qu'un terrain bien aménagé. Ben oui, puis tu rentres avec le soir en plus, là, une petite ligne. Puis on va sauver 100 000 tout à fait. Monsieur Baudet? Oui, bien, il y a une dimension qui me fascine, c'est l'oubli de la dimension socio-démographique. Il y a 4000 villes en décroissance actuellement à l'échelle de la planète. 4000, des grandes villes. Il y a des millions de logements disponibles au Japon présentement parce que la population a connu un vieillissement extraordinaire. Nous sommes une des sociétés qui vieillit le plus rapidement. On sait que la Chine entre en décroissance démographique imminemment. Il y a 2 pays en Afrique qui connaissent encore des ménages de plus de 2 enfants. 2 seuls pays. Partout ailleurs, c'est passé en bas du seuil de renouvellement. Là, êtes-vous en train de dire que mon affirmation de départ, qu'il va y avoir de plus en plus de gens dans les villes est fausse? Oui. Ah bon? Ah oui. Même oui, au parce Québec? que partout sur la planète, là, on le sait. Là, Ben oui, mais la mégapole de Mexico... Non, là, ça les dit flux que migratoires vers le Québec. ces phénomènes vont continuer à exister. Il va encore y avoir un peu de migration des campagnes vers les villes. Mais déjà, dans certains pays industrialisés, on voit, là, ce sont les petites villes qui accaparent une bonne part du développement présentement et non pas les grandes métropoles. Il y a un brassage qui est en cours présentement dont on ne soupçonne pas les conséquences, mais on ne veut pas le voir. Et donc, on fait abstraction complètement de ces données-là. Mais là, le baby boom au Québec, là, il est en train de disparaître. Là. On est sur en voie de disparition. Là. On va changer complètement nos intérêts, nos attentes, comme société. J'aimerais ça quand même clarifier une chose avec vous. Quand vous dites, donc, décroissance des villes, faire attention, vous parlez d'une ville-centre comme Montréal, mais la banlieue, elle ne disparaît pas, là. Elle s'étend, la banlieue. La banlieue continue à s'étendre, effectivement, mais dans certains cas, c'est un vidage des quartiers centraux qui produit de la banlieue. C'est pas des nouveaux apports de population. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec cette idée là qu'on est encore dans une société ou dans un univers de croissance. M. McNamara, vous voulez Il ne faut pas oublier que le monde du travail change en ce moment. La façon de travailler, le télétravail, tout ça, ça amène des changements importants à la ville-centre, aux villes de banlieue. Les gens vont voyager 1 journée, 2 journées par semaine pour aller au centre-ville travailler. Donc, ils peuvent être à 50 km d'ici, ça ne dérange pas. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Oui, peut-être du côté de la CMM, quand tu entends tout ça. Hein? Oui, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais réagir. Là, d'abord, sur la croissance de population, on est quand même... je suis quand même relativement en accord. L'ISQ prévoit évidemment une croissance de la population, mais il y a une réflexion à faire sur la composition de cette population-là. Il y aura une croissance des ménages, mais qui est principalement au niveau des personnes à la retraite, là, des personnes plus âgées. Donc, ça amène une réflexion sur quel genre de quartier on doit bâtir, quel genre de logement doit pouvoir accueillir cette croissance des
des ménages-là, qui n'est pas la même chose qu'une famille de 5 enfants. Là. Il y a donc une réflexion à faire là-dessus. Par rapport à la ville du futur, à la planification à long terme, nous, on est vraiment là-dedans, la CMM, là, le plan métropolitain d'aménagement et de développement, horizon de planification 2046. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié des grands sites, là, des grands stationnements associés à des centres d'achat pour pouvoir faire du redéveloppement qui est orienté sur, oui, le transport collectif, là, parce que c'est tous des endroits qui sont déjà desservis, mais aussi beaucoup sur le transport actif. On veut que les gens ils puissent aller faire des petites emplettes, pouvoir accéder à des écoles, pouvoir aller à la clinique, à la pharmacie, au parc, à pied. Puis ça, bien, ça répond à plusieurs différents besoins. Ça vient évidemment réduire la dépendance à l'automobile, mais quand on parle de vieillissement de la population, bien, on veut aussi que les gens puissent être le plus longtemps autonomes dans leur quartier, puis qu'on puisse les maintenir aussi dans les milieux où ils habitaient. Là. En ce moment, si on a seulement des grands quartiers avec des maisons unifamiliales, tout le même type de maison partout, bien, au fur et à mesure que notre ménage change, on se sépare, on vieillit, les enfants quittent la maison, bien, on ne peut plus habiter dans notre quartier parce que le type d'habitation qui se retrouve là ne répond plus à nos besoins. Donc, nous, on veut avoir des quartiers qui sont mixtes et qui répondent aux besoins de tout le monde. Est-ce qu'on étale encore ou on va plus vers la densification en hauteur? On continue à s'étaler et on éparpille la densification, ce qui fait que les vertus de la densification ne seront pas au rendez-vous. Par exemple, quand on a des petits... Non, mais autour du métro Longueuil, là, on densifie en hauteur, c'est bien ça? Oui, mais des exemples comme ceux-là, il y en a très peu. OK. La plupart, une grande partie de la densification actuellement se fait en petits ensembles qui n'ont jamais la masse critique pour être capable de générer tous les bienfaits qui viennent d'être évoqués. Et c'est ça qui est dommage. On laisse les promoteurs s'installer, juste à penser les RPA. Juste à regarder où est-ce qu'on a mis les RPA. On souhaite que les gens restent dans un milieu accueillant. On les plante au milieu de nulle part. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de transport collectif. Je veux dire, il y a quelque chose de Monsieur Lonval, très préoccupant. Oui, puis non. Moi, je vois beaucoup de développement qui s'en vient où on a, par exemple, on veut développer, on appelle ça des îlots de quartier éco-responsables, où on va planter une RPA au centre. Ensuite, on va installer quelques multi-étagers de condos. Ensuite, on va vers des maisons de ville. Tu vois ça où? Bien, Mont-Saint-Hilaire avait une réflexion par rapport à ça. Mais moi, je ne sais pas si à la CMM, est-ce que vous réfléchissez à... Tu sais, la valorisation de Tesla, là, c'est pas parce qu'il fait des bonnes voitures, c'est parce qu'il va être le premier à construire des voitures autonomes. C'est ce que les gens se disent. Puis, au niveau des transports en commun, est-ce que cette réflexion-là se fait sur... Parce que, oui, on s'éloigne, on va plus loin que les centres urbains, mais on est à... peut-être avant demain d'avoir des voitures autonomes et donc de ne plus avoir le même parc de voitures à 95 % stationnées et donc d'avoir notre autopartage autonome. Est-ce que c'est réfléchi de ce côté-là aussi à la CMM ou à la Ville? Peut-être. Ou il y a Jean-François qui voulait réagir, puis tu y penses. Et je te redonne la parole, Marie-Michel. Jean-François? Moi, en fait, je trouve que sur un élément que vous amenez qui est lié à toute cette notion-là de la technologie, c'est un élément, vu qu'on parle d'infrastructure aujourd'hui, qui va être intéressant à voir, c'est tout l'impact, je dirais, de la numérisation de nos réseaux urbains dans les prochaines années. On appelle ça les digital twins, ou les jumeaux numériques, en fait. Donc, ça va être une façon un peu peut-être d'aider aussi les élus à dépolitiser, dans certains cas, les besoins en matière d'infrastructure, d'avoir des données, de mieux les connaître. Puis au niveau de nos villes, hein, tous les comportements, là, si on ramène ça à l'échelle du ménage, que ce soit par ta mobilité ou par la façon que tu habites ta maison. On a des enjeux au niveau de nos infrastructures présentement, mais tu sais, les gens qui veulent que les jeunes ou les nouveaux développements payent pour les frais de développement, la mise à niveau des infrastructures, les infrastructures sur leur terrain, mais ne veulent pas changer les comportements dans leur maison. Fait qu'on consomme tout le temps autant d'eau, on ne change pas nos équipements dans nos maisons, on n'a pas des maisons qui sont plus efficaces au niveau de l'énergie. La ville écologique là, est une belle solution pour la ville de demain aux besoins qu'on a présentement en matière d'infrastructure. Mais c'est demain, là. On n'est pas dedans. On est-tu dedans? Ben oui, on est dedans. Ah oui? Ben oui, parce que, disons, je vais vous donner un exemple. Là, il y a 10 ans, là, à Calgary, là, parce que là, on parle de tuyaux puis d'ingénierie. Ça, moi, ce volet-là, il change. Je peux engager des bons professionnels, je peux creuser, changer le tuyau. Quand on tombe sur la ressource, hein, au niveau de villes écologiques, puis on en voit des villes déjà qui ont des enjeux au niveau de l'approvisionnement en eau potable. Quand on parlait de dire, est-ce qu'on s'en va vertical ou on s'en va horizontal? Moi, je dis beaucoup, faut arrêter d'aller horizontal parce qu'on ne sait pas si on va pas construire un projet de bungalow de petite densification qui ne va pas permettre de créer un milieu de vie sur un endroit où on a la meilleure ressource en eau qu'on n'a peut-être pas au niveau de notre société.
Puis ça, ben, ce volet-là, une fois qu'on n'a plus la goutte d'eau, ben là, je ne peux plus engager un ingénieur pour en créer. Ça, c'est sûr. Puis je pense que là, la ville d'Okotoks, pourquoi je parlais de cette ville-là, c'est qu'elle s'est rendue compte à un moment donné qu'elle avait un enjeu au niveau de son approvisionnement en eau potable. Fait qu'elle s'est dit, est-ce que j'arrête de me développer ou est-ce qu'on fait un projet de rétrofit où tout le monde dans son ménage, on revoit nos équipements, puis on réduit notre consommation d'eau, ce qui libère finalement, on parlait là, des eaux parasitaires, des eaux qu'on utilise trop dans nos maisons, réduire la consommation des ménages pour faire en sorte qu'on se libère de l'espace dans nos infrastructures. Jonathan, peut-être parce qu'on parle horizontal versus vertical, c'est un choix ça que Longueuil fait. Même Catherine Fournier a interpellé le gouvernement du Québec sur la possibilité de construire plus haut pour être capable après ça, sur le plan fiscal, d'utiliser ce que ça pourrait impliquer comme redevance pour développer du logement abordable. C'est un choix, ça, de densifier davantage. Oui, puis il y a une diminution des coûts à long terme, puis le coût par personne au niveau des infrastructures et des services, ça, c'est certain. Puis, tu sais, à Longueuil, on a protégé 1300 hectares de territoire de par notre plan de protection des milieux naturels. Je pense pas qu'il y a une ville au Québec qui a un aussi gros pourcentage de son territoire qui est protégé. Donc, ce sont des zones tampons qui vont être importantes pour le futur. J'espère que les générations vont pouvoir en profiter. Et oui, on fait le choix d'essayer de densifier. Puis, ça vient avec ces défis, notamment par, tu sais, on parle d'eau, mais on a beaucoup de secteurs à Longueuil où on ne peut pas densifier actuellement parce qu'on n'a pas la capacité en eau potable. Donc, on retourne toujours aux infrastructures de base. Les aqueducs, si tu mets 500 condos ou logements. Exactement, les aqueducs, les capacités de traitement. On parle de Mario Petron. On est arrivé pas mal à sa capacité maximum. On doit la refaire. Ça n'a pas été rénové, je pense, depuis les années 60. Donc, c'est des choses auxquelles il faut s'attaquer. On parle de dizaines, de centaines de milliards de dollars. Et sans ça, la densification, je suis bien désolé, mais elle va être ardemment freinée année après année. Et oui, elle apporte des bienfaits. Ça apporte d'autres défis. Puis l'éléphant aussi dans la pièce, c'est que la quantité de ménage à une personne a énormément augmenté. Donc, moi, par exemple, j'occupe un 5,5. Je suis seul dans mon 5,5. Je suis loin d'être le seul exemple. Mais les ménages à une seule personne sont rendus le ménage le plus nombreux à Longueuil. Ils ne sont pas majoritaires. Seul dans ton char, puis tout seul dans ton 4,5. Ça va bien, mes affaires. Hein? Donc, mais ça veut dire qu'on a besoin de plus de logements. Puis, la population, même si... la population n'arrêtera pas de croître dans le Grand Montréal. Il nous reste 5 minutes, peut-être 1 minute chaque. Si vous voulez avoir un petit mot de M. Baudet. Il faut faire attention avec les vertus de la technologie. BedZ, c'est un des écoquartiers les plus performants à Londres, au sud de la Tamise. Et il y a des universitaires qui ont été des joueurs d'empêcher de tourner en rond en disant ces gens-là, ça leur coûte beaucoup moins cher pour vivre dans ce quartier par rapport à tous ceux qui habitent les anciens morceaux du quartier. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Ce sont les gens qui voyagent le plus en avion. Donc, en une journée, ils viennent de bousiller complètement la performance du quartier. Nos contradictions. Les effets rebonds, il faut toujours en être conscient. Nos contradictions. M. Lonval? Moi, je pense que la ville du futur, elle est... Je parlais des jumeaux numériques, là. Elle a son pendant numérique, elle a son développement numérique pour pouvoir être accéléré et construite à faible coût pour qu'on soit capable de garder des marges de manœuvre qui nous permettent de réutiliser. Ça, et quand vous dites la transformation des bâtiments, on n'a pas eu l'occasion de l'aborder, mais dans le bâtiment public, la planification des usages futurs, puis comment est-ce que la réglementation peut nous permettre cette adaptation-là dans la ville du futur, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Je reste toujours sceptique du défi par rapport au transport en commun parce que je me dis, il me semble que la technologie va tellement vite par rapport au développement de l'intelligence artificielle, puis des chauffeurs autonomes, puis de nos voitures autonomes, que peut-être qu'on va se faire dépasser par ce problème-là. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine du point de vue de la planification bâtiment et planification urbaine, la digitalisation, autant des ouvrages à construire que du code bâti existant pour faire une planification à plus faible coût. Peut-être Marie-Pichel? Oui, bien en fait, moi, je suis bien intéressée par la discussion sur les jumeaux numériques parce que je pense que c'est important d'avoir les bonnes données pour pouvoir bien orienter les discussions, bien diriger le développement au bon endroit pour pouvoir optimiser ce qu'on fait. Puis je reviens sur le fait qu'il faut avoir l'ensemble des bons acteurs autour de la table pour pouvoir régler la problématique pour les infrastructures. Monsieur Namara, la ville de demain à Saint-Lambert? Bien, Saint-Lambert, c'est une ville... on pourrait dire cloisonné, qui a très peu de développement. Il y a quelques projets parce qu'il y avait des bâtiments industriels qui sont partis. Alors, c'est une ville qui est petite quand même, mais qui a, malgré que la population est quand même bien nantie, il reste qu'elle doit faire face à des
les problèmes financiers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous qui rentrent dans la ville, et un vieillissement. Évidemment, on parle d'infrastructures depuis tantôt, puis de tuyauterie. C'est bien évident que Saint-Lambert, toutes les infrastructures municipales doivent être refaites constamment. Donc, ça demande des investissements et les bâtiments qui ont été, à mon avis, laissés de côté un peu parce qu'il n'y avait pas de programme de maintien d'actifs, parce que les conseils regardent à courte vue, je dirais, et ne s'intéressent pas tellement ou c'est pas tellement vendeur de s'occuper de l'entretien des bâtiments. Il reste peut-être une minute, Jean-François, puis je laisse le mot de la fin à Jonathan. Oui, bien, on se promène sur nos rues, on voit un peu l'état de nos routes, on voit les nids de poules, donc on peut s'imaginer à quoi peut avoir l'air peut-être les 100 000 km de conduite qu'on a sous la route en leur état. Donc moi, j'aime beaucoup dire que nos villes, on va avoir besoin d'amour et de rénovation. Ça veut dire de comprendre quand un élu dit qu'on ne peut pas faire tous les projets puis qu'on doit aussi rénover notre parc actuel, c'est quelque chose d'important. On a parlé aujourd'hui, en parlant d'infrastructures, que nos villes, c'est un peu, reprendre l'expression, la ville est une machine, mais c'est aussi un projet de société, c'est surtout pas un budget annuel. Jonathan Tabarrok? Bien, écoute, je pense que c'est très bien dit. L'élément à retenir, c'est que la ville du futur va être basée sur la ville qui était déjà là. On ne peut pas raser le Vieux-Port puis repartir à neuf, comme on ne peut pas raser Saint-Lambert puis repartir à neuf. Donc, il va falloir travailler avec ce qu'on a. Il va falloir prévoir dans le temps et se recentrer sur nos besoins de base et s'assurer qu'on est prêt à faire face. On est résilient au changement climatique puis aux conséquences que ça va amener pour notre population. Jonathan Tabarrok, vice-président, comité exécutif de la Ville de Longueuil, responsable du dossier finances, infrastructure, merci d'avoir participé. Monsieur McNamara, merci infiniment. Jean-François Vachon, qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, qui est urbaniste aussi. Marie-Michel Cauchy, de la communauté métropolitaine de Montréal, merci. Monsieur Baudet, merci. Rappelez votre livre, Un Québec urbain en mutation, qui a été publié chez Éditions Multimonde, qui est excellent en passant. Et merci aussi à M. Lonval, qui est ingénieur chez Boutillette et Parizeau, d'avoir participé. Remercier notre ami ici, Gabriel Bayard, et on vous laisse en bonne compagnie pour l'après-midi avec notre ami Jean-Yves Lemay. On se retrouve à Franchement les Tourneaux la semaine prochaine.